entreprises ne le comprennent pas, ça. Je vais vous donner un exemple, c'est peut-être le plus bel exemple de mauvaise conception de système d'information. À France Télécom, je ne sais pas comment c'est chez vous les télécoms, hein, mais à France Télécom, le client n'est pas identifié dans les fichiers. Ce qui est identifié, c'est la ligne de téléphone. Si vous avez plusieurs lignes de téléphone, par exemple, vous avez un téléphone fixe, un téléphone mobile, éventuellement une ligne pour le fax, et puis si vous êtes une petite entreprise, vous avez un faisceau de lignes pour votre autocommutateur privé, vous avez bon. Eh bien, vous recevez une facture pour chaque ligne. Hein, chaque bimestre, puisque c'est tous les 2 mois, une facture pour chaque ligne. L'identifiant, c'est le numéro de la ligne. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Les autocommutateurs du réseau notent tout ce qui se passe. Hein, on sait que telle ligne a appelé telle autre ligne à telle heure et que ça a duré jusqu'à telle heure. On sait même d'ailleurs si sur la ligne c'était une conversation téléphonique ou un fax qui est passé. On peut diagnostiquer ça. Donc on sait énormément de choses. On pourrait faire un marketing formidable avec ça. Hein. Eh bien pas du tout, on ne sait pas puisqu'on n'identifie pas le client. On ne peut pas regrouper les consommations par client. Donc ça, c'est une entreprise qui s'est donnée comme priorité la connaissance interne, en somme, de ses équipements, si vous voulez, et la connaissance des clients ne l'intéresse pas. Alors que ce serait très intéressant d'observer les consommations et de pouvoir dire, par exemple, à une petite entreprise, c'est quand même dommage, les entreprises de votre genre utilisent tel et tel service, elles ont tant de téléphones mobiles, ou elles utilisent l'Internet, elles ont un accès de tel débit, etc. Vous n'êtes pas dans la gamme, donc vous devriez vous en sortir mieux. On pourrait leur donner des conseils comme ça pour qu'ils s'équipent mieux et qu'ils profitent davantage du service, mais il faudrait les connaître. On les connaît pas. Remarquez, les banques, c'est pareil. Hein, le relevé d'identité bancaire, c'est l'identifiant d'un compte, ce n'est pas l'identifiant d'un client. Et lorsque les banques ont voulu pouvoir présenter sur le web à un même client l'ensemble de ses comptes, hein, si vous êtes un patron de petite entreprise, votre compte, le compte de votre femme, le compte de votre entreprise, etc., hein, tout ça sur la même page, ils ont dû reconcevoir complètement à partir de zéro leur système d'information pour raccrocher tous les identifiants de compte à un identifiant client. Ça leur a coûté extrêmement cher et ça a été extrêmement difficile. Donc les problèmes de conception de système d'information reflètent les priorités de l'entreprise. Hein. Quand une entreprise est nombriliste, qu'elle regarde essentiellement son organisation interne et que finalement le client ne l'intéresse pas, eh bien ça se voit dans la manière dont elle identifie. Quand je suis invité à faire un diagnostic sur un système d'information dans une entreprise, la première question que je pose, non, la première chose que je fais, c'est que je vais sur le terrain, regarder par-dessus l'épaule des gens, et pour voir ce qui se passe sur les écrans. Bon. Là, on apprend beaucoup de choses déjà. Mais ensuite, quand je vais voir les responsables informatiques, je leur demande comment identifiez-vous les êtres avec lesquels vous travaillez, les clients, les produits, etc. Et c'est là qu'on voit les problèmes de qualité de système d'information qui se posent. Je vous disais tout à l'heure, nous avons, avec cette informatisation, d'immenses possibilités qui s'ouvrent, un changement au fond, c'est un changement de la nature elle-même. Vous savez, la nature, c'est la nature physique et biologique évidemment, hein, mais c'est aussi les routes et les bâtiments. Une fois qu'on a construit une maison, qu'on a construit une route, la nature a été transformée parce que la maison est là. On peut passer par la porte, on ne peut pas passer à travers le mur. Hein. On a construit un artefact, mais cet artefact a transformé la nature elle-même. La nature, en tout cas, telle qu'elle se présente à notre action, comme obstacle, ou comme moyen, ou comme outil, si vous voulez. Eh bien, l'arrivée de l'informatisation, c'est un peu comme si on avait trouvé une nappe de pétrole sous le territoire, si vous voulez. C'est quelque chose c'est une ressource qui arrive, qui change la nature de façon qualitative. La nature n'est plus la même. Le monde n'est plus le même. Vous savez que certains pays qui ont trouvé du pétrole, que c'est le cas du Venezuela, ça a été une catastrophe. Le pays s'est énormément enrichi, c'est vrai, mais la structure sociale a complètement explosé, puisqu'il y a eu
un éclatement formidable entre des ultra-riches et des ultra-pauvres. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le cadeau que nous fait l'informatisation, il est rempli de dangers en même temps que de possibilités, exactement comme si on avait trouvé une gigantesque nappe de pétrole sous le territoire. Parmi les dangers, il y en a quand même des très sérieux du côté de la vie privée, de la sécurité personnelle. C'est bien joli de se promener avec un téléphone intelligent qui vous localise en permanence, mais enfin, si quelqu'un s'intéresse à vous pour des raisons qui peuvent être personnelles ou qui peuvent être politiques ou qui peuvent être n'importe quoi d'ailleurs, laisser dans le réseau la trace de tous les endroits où on a été, permettre d'ailleurs laisser aussi la trace des transactions bancaires, laisser la trace de toutes les activités, sans même compter toutes les bêtises qu'on peut mettre dans des blogs ou dans Facebook. Après, ça vous poursuit votre vie durant. On a des risques on est exposé au risque de malhonnêteté, de vol d'identité. On est exposé aussi au risque, si jamais, par malheur, un régime totalitaire s'installe dans notre pays, que devenons-nous avec ces possibilités d'identification et de traçage qui sont à la disposition de qui veut s'en servir? C'est quand même... bon, il vaut mieux réfléchir à deux fois. Alors j'ai des amis qui n'ont pas de téléphone mobile, n'utilisent pas le pass Navigo dans le métro, ils achètent les tickets au détail et puis ils passent comme ça au détail. Ils ont décidé ils ne paieront jamais un péage d'autoroute avec une carte bancaire et toujours en cash. Voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas de carte bancaire. Bon. Voilà. Ils commencent à prendre des précautions en se disant nous allons dans un monde qui est trop dangereux. Je ne suis pas aussi paranoïaque que j'ai une carte bancaire, j'ai un téléphone mobile. Bon, et puis je ne pense pas intéresser quiconque, donc j'ai aucun souci. Mais il faut quand même se dire qu'on va dans un monde assez étrange. Alors, on a en France, vous devez avoir ça au Maroc aussi, j'imagine, une commission nationale informatique et liberté, qui d'ailleurs a beaucoup de relations internationales avec les équivalents dans les divers pays, et qui énonce des règles, par exemple, pour empêcher les entreprises d'abuser des systèmes biométriques ou de vidéosurveillance. C'est pas très malin, par exemple, de mettre dans une entreprise une caméra de vidéosurveillance devant la porte des water, des choses de ce genre. Bon. J'ai pris cet exemple-là, mais vous avez aussi le fait de demander aux gens de laisser leur empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est quelque chose de terrible, parce qu'on peut la copier, votre empreinte digitale. Vous buvez un verre dans un café, bon, vous laissez votre empreinte digitale sur le verre. Quelqu'un peut récupérer votre empreinte digitale, la reconstituer avec du latex, etc. Et ensuite, il va laisser votre empreinte digitale sur des lieux de crime. Et après, on pensera que c'est vous qui étiez là au moment de l'assassinat. Voilà. Donc, il y a disséminer son empreinte digitale dans des contrôles d'entreprise ou autres, c'est également assez dangereux, compte tenu de toutes les perversions que ça peut avoir. Enfin, et je termine sur ce point, dans cette économie où tout est dans l'investissement finalement, parce que même le dimensionnement d'un réseau de services, c'est un investissement aussi. Vous voyez, les entreprises sont devenues, comme on dit en économie, très capitalistiques. Ça ne veut pas dire capitaliste, capitalistique, ça veut dire que dans la structure de l'appareil productif, le travail accumulé, c'est-à-dire le capital, est majoritaire par rapport au flux de travail vivant. Or, plus une économie est capitalistique, plus elle est potentiellement violente. Parce que quand on accumule des richesses, du cheptel, comme on dit, eh bien, il y a des gens qui sont tentés de faire des razzias. Ça se comprend, d'ailleurs. Si vous avez une richesse accumulée quelque part, des voleurs peuvent être attirés. Si vous avez des troupeaux, on peut être tenté de venir vous les prendre parce que c'est facile à prendre. Et donc, on est dans une économie qui est potentiellement très violente.
et qui est d'autant plus violente que les prédateurs disposent de l'arme informatique eux-mêmes pour commettre leurs agressions. Et donc, on voit, et oui, ils disposent de l'arme informatique pour commettre leurs agressions. On va pénétrer dans les systèmes d'information pour aller piquer des informations, faire du vol d'identité, provoquer des transferts de fonds vers des comptes propices. Bon. Mais également, vous avez un phénomène assez extraordinaire quand même, qui est l'informatisation du blanchiment du profit du crime, hein, ou de la corruption.